Ma cousine a toujours tout copié, mais cette fois, ça a été trop loin. Depuis l'enfance, ma cousine Chloé a toujours été mon ombre. Coiffure, vêtements, loisirs, tout s'y passait. Au début, c'était mignon, puis agaçant. Mais quand elle a commencé à copier ça, j'ai réalisé que c'était bien plus qu'une simple imitation. C'est drôle, quand j'y repense, je réalise à quel point Chloé a toujours été dans mon sillage. Comme une petite sœur un peu collante, sauf qu'elle était ma cousine et qu'on avait le même âge, à quelques mois près. Dès l'enfance, ça a commencé par des broutilles, des détails insignifiants que j'avais fini par ne plus remarquer, ou presque. On grandissait dans la même ville, nos familles étaient très proches. On passait toutes nos vacances ensemble, les Noëls, les étés au bord de la mer. Alors forcément, des points communs, il y en avait. Mais avec Chloé, c'était différent. C'était comme si elle était un peu aspirée par moi. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est l'impression que j'avais parfois. Comme si mon existence, mes choix, mes goûts, exerçaient sur elle une fascination étrange, presque magnétique. Au début, c'était amusant, je dois l'avouer. Quand j'avais 8 ou 9 ans, je m'étais fait couper les cheveux au carré, avec une petite frange. 2 jours après, Chloé débarquait chez mes grands-parents avec la même coupe. Ma mère avait souri en coin en lançant un « Oh, comme c'est mignon, vous êtes jumelles !» Moi, j'avais gonflé le torse, fière d'avoir lancé une mode, même si c'était juste auprès de ma cousine. Puis il y avait eu les vêtements. Un pull rose à paillettes que j'avais adoré et porté jusqu'à la corde. Une semaine plus tard, Chloé avait le même, acheté au même magasin. Bon, ça pouvait encore passer pour une coïncidence ou un simple mimétisme d'enfant. Mais la liste s'est allongée, au fil des années, des rentrées scolaires, des anniversaires, les baskets à la mode, le sac à dos Eastpak, le blouson en jean. À chaque fois, Chloé suivait le mouvement, parfois avec quelques jours de décalage, parfois dans la semaine. C'était devenu une sorte de jeu silencieux entre nous, une course à l'imitation que, bizarrement, je n'avais pas l'impression de perdre. Au contraire, j'avais toujours un temps d'avance, comme si j'étais l'inspiratrice, la muse, et elle, la suiveuse, l'élève appliquée. À l'adolescence, ça s'est intensifié. Les goûts musicaux, les films préférés, les séries à regarder absolument. Si j'aimais le rock indé, Chloé se mettait à écouter les mêmes groupes. Si je me passionnais pour le cinéma d'auteur coréen, elle louait les mêmes DVD au vidéoclub. C'était troublant, parfois même flatteur. Je me disais que j'avais bon goût, que j'étais quelqu'un d'intéressant, puisque ma propre cousine voulait me ressembler à ce point. Mais il y avait aussi un côté agaçant, voire franchement irritant. Parce que ce n'était jamais une simple coïncidence, un hasard heureux de goût partagé. Non, c'était systématique, presque mécanique. Si je me teignais les cheveux en rouge, Chloé revenait de chez le coiffeur avec une coloration similaire, quelques jours après. Si je me mettais à collectionner les vinyles, elle écumait les brocantes pour dénicher les mêmes albums que moi. C'était comme si elle n'avait pas sa propre personnalité, ses propres envies. Comme si elle se définissait uniquement par rapport à moi, en miroir de mes choix, de mes passions. Et le pire, c'est qu'elle ne reconnaissait jamais ouvertement qu'elle me copiait. Au contraire, elle jouait la carte de la coïncidence, du « Oh, mais moi aussi j'adore ce groupe », avec un air faussement surpris, un sourire un peu trop forcé. Au lycée, ça a atteint un nouveau palier. Les matières optionnelles, les orientations post-bac. J'avais choisi la filière littéraire, passionnée par la littérature, l'histoire, la philosophie. Chloé, elle, avait toujours été plus attirée par les sciences, les maths, la physique. Mais au moment de choisir sa spécialisation en première, surprise, elle optait pour la filière littéraire, elle aussi, sous prétexte qu'elle s'est découvert une passion soudaine pour les livres et la poésie. Bien sûr. Et puis, il y a eu les loisirs. La danse classique, que j'avais pratiquée pendant des années. Chloé s'y est mise, du jour au lendemain, en s'inscrivant au même cours que moi. Le piano, que j'avais commencé à apprendre en cachette. Elle a demandé à ses parents de lui payer des leçons, en vantant son amour pour la musique classique. La photographie argentique, ma nouvelle lubie. Elle a récupéré le vieux Minolta de son père et s'est improvisée photographe, en imitant mes cadrages, mes sujets, mon style. C'était devenu étouffant. J'avais l'impression de ne plus avoir d'espace personnel, de sphère privée.
Chaque fois que je découvrais quelque chose de nouveau, que je me lançais dans un nouveau projet, je savais que Chloé allait débarquer, tôt ou tard, pour me voler la vedette, me singer, me réduire à une simple tendance à suivre. J'en ai parlé à ma mère un jour en espérant qu'elle comprenne mon malaise. Elle a souri avec indulgence. « Oh, tu sais, Chloé t'admire beaucoup. C'est normal qu'elle veuille te ressembler. C'est flatteur, non ?» Flatteur, oui, au début peut-être, mais à la longue c'était juste épuisant, infantilisant. J'avais besoin d'exister pour moi-même, pas comme une version originale dont Chloé serait une pâle copie. Avec le temps, j'ai fini par développer des stratégies, des tactiques d'évitement. J'ai commencé à cacher mes nouvelles passions, mes centres d'intérêt. Je ne parlais plus de mes projets devant Chloé, de peur qu'elle ne me devance, qu'elle ne s'approprie mes idées. Je suis devenue secrète, méfiante, presque paranoïaque. Notre relation, autrefois simple et joyeuse, s'est teintée d'une compétition larvée, d'une rivalité sourde que personne ne voulait reconnaître ouvertement. Puis, il y a eu l'université. Enfin, l'occasion de prendre mes distances, de m'éloigner de cette influence pesante. J'ai choisi de faire mes études à Paris, loin de notre ville natale, loin de Chloé. J'ai opté pour une licence d'histoire de l'art, une discipline qui me passionnait depuis longtemps et que je savais que Chloé n'appréciait pas particulièrement. Enfin, un domaine où je pouvais me sentir légitime, authentique, à l'abri de son imitation. Pendant les premiers mois, ça a été un soulagement. J'ai découvert la liberté de vivre ma vie sans avoir à me soucier du regard de ma cousine, de sa propension à me copier. J'ai rencontré de nouvelles personnes, aux horizons différents, aux centres d'intérêt variés. J'ai exploré des quartiers inconnus, des musées fascinants, des cinémas d'art et d'essai. Je me suis sentie revivre, respirer à nouveau. Bien sûr, Chloé me manquait parfois. Malgré tout, on avait partagé une enfance, une adolescence ensemble. Il y avait des souvenirs heureux, des moments de complicité, des rires partagés, mais ce manque était vite balayé par le sentiment de légèreté, de liberté retrouvée. Je pouvais enfin être moi-même, sans filtre, sans crainte d'être imité, dépossédé de mon identité. Pourtant, le destin, ou le hasard, ou je ne sais quoi, a décidé de me jouer un mauvais tour. Un de ces tours pendables, dont la vie a le secret, et qui vous remettent face à vos vieux démons, à vos peurs les plus enfouies. C'est arrivé lors d'un week-end prolongé, au printemps de ma première année de fac. J'étais rentrée dans notre ville pour l'anniversaire de ma grand-mère. Toute la famille était réunie comme d'habitude. Oncles, tantes, cousins, cousines, et Chloé, évidemment. Je l'ai revue avec plaisir, sincèrement. Je me suis dit que le temps et la distance avaient peut-être apaisé les tensions, effacé les rancœurs. On s'est embrassés, on a échangé quelques banalités sur nos études, nos vies respectives. Elle m'a semblé un peu changée, plus réservée, moins extravertie qu'avant. Peut-être que, elle aussi, avait besoin de prendre ses distances, de se construire sa propre identité. Le samedi après-midi, ma mère m'a proposé de l'accompagner faire les courses pour le dîner d'anniversaire. J'ai accepté volontiers, contente de passer un moment privilégié avec elle. Dans la voiture, elle m'a parlé de Chloé, de ses difficultés à trouver sa voie, de son manque de confiance en elle. Tu sais, elle t'admire énormément, vraiment. Tu es un peu un modèle pour elle, tu l'inspires beaucoup. J'ai soupiré intérieurement en me disant qu'on en revenait toujours là. À cette admiration étouffante, à cette imitation maladive. Arrivé au supermarché, on s'est séparés pour aller chercher différents produits. J'étais au rayon fruits et légumes, en train de choisir des tomates, quand je l'ai aperçue. Elle était là, à quelques mètres de moi, dans le rayon des produits laitiers. Chloé. Sauf que, il y avait quelque chose d'étrange. Elle ne faisait pas ses courses. Elle ne regardait pas les yaourts ou les fromages. Elle me regardait, moi, fixement, intensément, sans ciller. J'ai d'abord cru à une hallucination, une mauvaise blague. Mais non, elle était bien là, les yeux rivés sur moi, avec une expression indéfinissable. Un mélange de fascination, d'envie, de tristesse, peut-être même de colère. J'ai détourné le regard, mal à l'aise, en faisant semblant de choisir mes tomates avec attention. J'ai senti son regard peser sur moi comme une présence invisible mais palpable. J'ai fini par m'éloigner, en espérant qu'elle arrête de me fixer. Je suis allée au rayon boucherie, puis à la boulangerie. Et à chaque fois, je la sentais, je la voyais, du coin de l'œil,
toujours là à me suivre à distance, à m'observer en secret. C'était devenu oppressant, angoissant. J'avais l'impression d'être traquée, espionnée. De retour à la maison, j'ai essayé d'oublier cet épisode étrange. J'ai participé aux préparatifs du dîner, j'ai aidé ma mère à mettre la table, j'ai discuté avec mes autres cousins. Mais l'image du regard de Chloé, dans le supermarché, me hantait. Je n'arrivais pas à me la sortir de la tête. Il y avait quelque chose de malsain, de dérangeant dans cette façon de me regarder, de m'épier. Le soir, pendant le dîner, j'ai essayé de ne pas croiser son regard. Je me suis concentrée sur la conversation, sur les plats délicieux préparés par ma grand-mère. Mais je la sentais toujours présente, juste en face de moi, à me scruter en silence. À la fin du repas, au moment du dessert, ma grand-mère a levé son verre pour porter un toast. À ma petite fille préférée, a-t-elle lancé avec un grand sourire. Un silence s'est fait autour de la table. Un silence gêné, malaisant. Parce que tout le monde savait que ma grand-mère n'avait qu'une seule petite fille, en dehors de moi, Chloé. Et Chloé était assise juste à côté d'elle, le visage fermé, les yeux baissés sur son assiette. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai compris en un éclair toute l'étendue du malentendu, de la blessure, de la frustration de ma cousine. Ce n'était pas de l'admiration, ni de l'envie, ni même de la simple imitation. C'était plus profond, plus sombre que ça. C'était une quête d'identité désespérée, une tentative pathétique de se construire une personnalité en se greffant sur la mienne. Et le regard qu'elle m'avait lancé au supermarché, ce n'était pas un regard d'admiration, mais un regard de haine. De haine et de désespoir. Après le dîner, j'ai décidé de prendre les choses en main. Je suis allée chercher Chloé dans le salon, où elle s'était isolée, à l'écart des autres. « Chloé, il faut qu'on parle », lui ai-je dit. Calmement, mais fermement. Elle a levé les yeux vers moi avec une expression de défi, presque agressive. « De quoi tu veux parler ?» Sa voix était froide, distante, méconnaissable. De nous, de notre relation, de cette histoire de copie, de toujours vouloir faire comme moi. Ça dure depuis l'enfance, Chloé, tu ne crois pas que ça suffit ? Elle a haussé les épaules, avec un air blasé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu te fais des films comme d'habitude. J'ai insisté, en essayant de garder mon calme. Non, Chloé, ce n'est pas moi qui me fais des films. Regarde la vérité en face, une bonne fois pour toutes. Tu copies tout ce que je fais depuis toujours. Et je ne comprends pas pourquoi. Elle a explosé soudainement, violemment. Parce que je t'admire, imbécile. Parce que tu es tout ce que je voudrais être. Intelligente, cultivée, intéressante. Tout le monde t'aime. Tout le monde te trouve formidable. Et moi je suis quoi ? Une ombre. Une copie ratée de toi. Les mots ont jailli, comme un torrent impétueux, emportant avec eux des années de frustration, de souffrance contenue. J'ai été sidérée par sa violence, par sa haine. Mais en même temps, j'ai ressenti une forme de compassion, de tristesse infinie pour elle. J'ai compris à quel point elle souffrait de cette comparaison constante, de ce sentiment d'infériorité qu'elle projetait sur moi. Chloé, tu te trompes. Tu n'es pas une copie ratée de moi. Tu es unique, tu as tes propres qualités, tes propres talents. Il faut juste que tu apprennes à les voir, à les valoriser. Elle a ri, nerveusement, amèrement. Mes qualités, mes talents. Laisse-moi rire. Je ne suis bonne à rien, je suis nulle en tout. Toi, tu réussis tout ce que tu entreprends. Moi, je ne suis qu'une pauvre fille qui essaie de te ressembler pour exister un peu aux yeux des autres. J'ai pris ses mains dans les miennes, en la regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas vrai, Chloé. Tu as de la valeur, tu as du potentiel. Mais tu te laisses bouffer par cette comparaison, par cette obsession de me copier. Il faut que tu arrêtes ça pour ton propre bien. On a parlé pendant des heures ce soir-là. On a vidé notre sac, on s'est avoué nos peurs, nos faiblesses, nos blessures les plus secrètes. Chloé m'a raconté son mal-être profond, son manque de confiance en elle, son sentiment de ne pas être à la hauteur. Elle m'a expliqué que, en me copiant, elle essayait de s'approprier un peu de ma lumière, de mon assurance, de ma réussite. Mais qu'au fond, ça ne faisait qu'aggraver son sentiment d'imposture, de nullité. De mon côté, je lui ai avoué à quel point son imitation constante m'avait étouffée, agacée, blessée. Je lui ai dit que j'avais besoin d'exister pour moi-même, que je ne voulais pas être réduite à un modèle, une référence à copier. Que j'avais besoin d'espace, d'intimité, de respect de mon individualité.
Au fil de la conversation, la tension est retombée. La colère s'est apaisée, laissant place à une forme de compréhension mutuelle, de compassion réciproque. On a fini par pleurer ensemble, comme deux enfants perdus, blessés, en quête de leur propre identité. Ce soir-là, on a jeté les bases d'une nouvelle relation, plus sincère, plus authentique, plus respectueuse de nos différences. Les jours, les semaines, les mois qui ont suivi ont été ceux d'une lente reconstruction, d'une guérison progressive. Chloé a commencé à s'affirmer davantage, à explorer ses propres centres d'intérêt, à développer ses propres talents. Elle s'est inscrite à des cours de théâtre, une activité qui lui plaisait depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais osé explorer, de peur de ne pas être à la hauteur. Elle a découvert une passion pour la photographie de rue, un domaine où elle pouvait exprimer sa propre sensibilité, son propre regard sur le monde. De mon côté, j'ai appris à accepter son admiration, sans me sentir étouffée, dépossédée. J'ai compris que son imitation n'était pas une forme d'agression, mais une maladroite demande d'aide, un appel au secours silencieux. J'ai appris à poser des limites, à affirmer mon individualité sans pour autant la rejeter. Notre relation s'est transformée, doucement, mais sûrement, en une amitié plus mature, plus équilibrée, plus enrichissante pour nous deux. Aujourd'hui, Chloé et moi, on est toujours cousines, toujours proches, mais plus comme avant. On a chacune notre vie, nos projets, nos passions. On se soutient, on s'encourage, on se respecte, tout simplement. L'ombre de l'imitation s'est dissipée, laissant place à une lumière nouvelle, celle de deux personnalités enfin assumées, enfin libres d'être elles-mêmes. Et parfois, quand je croise son regard, je n'y vois plus de haine, ni de désespoir, mais un sourire complice, une douce reconnaissance, comme si on avait enfin trouvé la paix, chacune à notre manière, chacune à notre place.